Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cladité, ma chaîne de papotage littéraire. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour le fond qui est tout à fait neutre, avec un petit verrou là. Je sais que sur Booktube, on a l'habitude de se filmer devant ces grandes bibliothèques, etc. Le fait est que actuellement dans la maison dans laquelle j'habite, j'ai pas de grande bibliothèque murale. En fait, j'ai des étagères en haut des murs, j'en ai en bas dans mon salon et dans ma chambre. Du coup, je peux pas me filmer devant et j'ai pas de grande bibliothèque. Et c'est pas près d'arriver parce qu'à vrai dire, on a acheté une maison, on déménage en Bretagne dans pas très longtemps. Et il y aura pas mal de travaux dans la maison qu'on a achetée, donc je suis pas vraiment prête d'avoir des belles bibliothèques bien rangées à vous montrer. Mais bon, c'est un petit détail, ça va pas nous empêcher de parler de bouquins. Dans cette première vidéo, je voulais vous parler de mes lectures du mois de janvier et du mois de février, parce que je pense que je ferai ça chaque mois, mais bon, comme je suis pas très organisée, j'ai commencé en retard. J'ai débuté ce début d'année avec un livre qui m'a été offert à Noël, que j'avais mis dans ma liste d'envie pour des raisons purement esthétiques. J'avais flashé sur la couverture en librairie, et mes beaux-parents me l'ont offert à Noël et je l'ai commencé seulement quelques jours après. Donc c'est mon premier livre de 2024 et ça a été un vrai coup de cœur. Je vais vous présenter Les Marins de Sable Panagé de Dominique Scali. Vous voyez pourquoi j'avais flashé sur la couverture, elle est vraiment très belle. En fait, il faut savoir que j'adore la mer, du coup dès que ça a une œuvre qui parle de la mer, j'ai tendance à l'acheter. Voilà. Quelle est l'histoire? Du coup, dans ce roman, on suit les aventures de Danae Poussin. Danae Poussin, c'est une jeune fille qui habite sur l'île d'Is. Is, c'est une île légendaire bretonne qui est censée avoir coulé, mais qui ici existe. Et elle habite dessus, et l'île d'Is c'est une île un peu particulière parce que c'est un régime politique tout à fait particulier. Il y a une ville qui fait à peu près toute la circonférence de l'île, qui est entourée de remparts, et les habitants de cette ville sont les citoyens, ils ont la citoyenneté de l'île d'Is. Les gens qui ne sont pas dans la ville, ils habitent sur les littoraux et ils n'ont pas la citoyenneté, n'ont pas le droit d'entrer en ville. Ils sont totalement soumis aux caprices de la mer, aux caprices des marées, parce qu'ils ont des très grandes marées qui montent à très grande hauteur, sont souvent très pauvres et vivent de la pêche. Ici, c'est un roman qui présente une société obsédée par la notion de valeur et de courage, parce qu'en réalité, le gouvernement d'Is a décidé d'abolir en fait l'hérédité des privilèges, c'est-à-dire que quand un citoyen décède, sa citoyenneté ne revient pas à ses enfants. Et ces enfants ne sont pas citoyens et doivent quitter la ville. La citoyenneté d'un citoyen à sa mort est remise en jeu par une loterie. Pour être inscrit sur la liste de la loterie, il faut être ce qu'on appelle dans le roman issois, c'est-à-dire avoir commis des actes de courage, commis des actes de bravoure, qui justifient que plusieurs personnes nous recommandent pour être inscrits sur la liste et pouvoir être tirés au sort au décès d'un citoyen pour prendre sa citoyenneté. On suit du coup les aventures de Danae Poussin qui n'est pas citoyenne, qui est sur les littoraux et qui va tout au long de ce roman un peu poursuivre cette quête, non pas seulement de devenir citoyenne, mais surtout de vivre la manière la plus issoise possible. On la suit au travers de ses aventures, mais aussi au travers de ses rencontres, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi dans le roman, c'est que ça montre qu'on n'est pas seulement fait de notre propre expérience personnelle, mais surtout des personnes qu'on rencontre et des gens qui sont placés sur notre chemin. L'écriture est assez originale, assez incroyable, c'est une auteure francophone parce que c'est une auteure québécoise, et c'est écrit, bon déjà il y a tout un patois issois qui est créé, mais qui rend pas la narration plus compliquée, mais en tout cas c'est assez sympa d'avoir tout un patois qui est mis en scène. L'écriture est assez percutante, je dirais. C'est une écriture simple, qui est facile à lire, mais qui est bien percutante et qui apporte beaucoup à l'œuvre. Je conseille à 200% et je vais clairement faire une petite vidéo rien que sur ce roman parce qu'il y a des notions que là j'ai pas envie d'aborder parce que sinon ça va être très long, mais qui sont à mettre en avant. J'ai poursuivi mes lectures 2024 avec un manga qui s'appelle La Cantine de minuit de Yao Abe. Donc ça c'est le premier tome, je crois qu'il y en a 19. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un homme qui tient un restaurant au Japon dans le quartier de Shinjuku. Il est ouvert uniquement de minuit à 7h du matin. Donc c'est un restaurant de nuit. Les histoires des clients sont racontées au travers du point de vue du propriétaire du restaurant. Et j'ai trouvé ça hyper doudou comme petit manga, dans le sens où il y a des histoires très émouvantes parmi les histoires des clients, des histoires qui donnent envie de pleurer, qui font réfléchir. Il y a aussi des histoires très drôles
Et c'est raconté avec quand même beaucoup de légèreté et beaucoup de bienveillance par le propriétaire du restaurant, et c'est ça que j'ai aimé. Sachant que ça a un peu fait écho en moi parce que j'ai travaillé en restauration pendant assez longtemps en tant que serveuse et en tant que barmaid. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce truc dans ces métiers où on fait face parfois à la solitude des gens qui peuvent être amenés à se confier à vous. Et voilà, et ça m'a vraiment rappelé ça. C'est vrai que j'ai été amenée à connaître l'histoire de personnes sans forcément m'y attendre. Et là, ça a un peu fait écho à ça. Le troisième roman que j'ai lu cette année, c'est La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, qui est sorti il y a un moment. Alain Damasio est très très connu dans le domaine de la science-fiction. Il a reçu plusieurs fois le Grand Prix de l'Imaginaire. Un de mes amis m'a offert ce roman pour mon anniversaire parce que lui c'est son roman préféré et du coup je l'ai lu en 2023. Que dire? Déjà l'histoire. Alors c'est l'histoire, donc c'est de la science-fiction. Ça se passe dans un monde soumis à un élément, donc on est dans le thème des éléments en janvier. Cette fois c'est le vent, comme indiqué par le titre. Et donc c'est un monde où le vent souffle très très fort, tout le temps dans le même sens, et qui revêt plusieurs formes qui sont plus ou moins mortelles. On suit l'histoire de la Horde. La Horde c'est des groupes de personnes qui sont formées pour réussir à pied à contrer le vent, à aller contre le vent pour trouver la source suprême du vent. Donc ils partent de l'extrême aval et essayent de rejoindre l'extrême amont. C'est une quête qui prend toute une vie clairement et c'est de génération en génération. On sait quand est-ce que les hordes se sont arrêtées et les hordes vont de plus en plus loin. On suit là la 34e horde qui est une horde assez réputée et assez puissante et qui avance comme ça à pied malgré l'apparition de nouvelles technologies. Vraiment on n'a pas le droit de se servir des technologies, on doit le faire à pied. Dans la horde ils sont 23 et on suit ces 23 protagonistes. On n'a pas les points de vue de tout le monde mais on a les points de vue de quand même pas mal d'entre eux. J'ai adoré, j'ai vraiment aimé, c'est une lecture assez exigeante. Je pense pas qu'on puisse le lire à tout moment. Je pense que si vous vous lancez il faut vraiment que vous soyez prêts. Bon, déjà il est un peu gros, il fait 700 pages en poche. Le style d'écriture est un peu... il est quand même travaillé. En fait, il y a un style de narration différent par personnage et certains personnages ont par exemple une élocution plus soutenue que d'autres et du coup c'est peut-être un peu plus exigeant. Surtout que pour moi, au-delà d'un ouvrage de science-fiction, c'est aussi un ouvrage poétique parfois par l'écriture et philosophique par tous les questionnements que ça soulève. C'est-à-dire que c'est vraiment mettre en scène une histoire pour nous parler du sens large d'un but qu'on peut se fixer, que ce soit le sens de la vie ou vraiment le sens de la quête en fait et le sens de la discipline, le sens du but dans la dimension où quand on choisit de s'imposer quelque chose, un objectif, de savoir pourquoi on le fait, à quel moment est-ce qu'on n'y trouve plus de sens, est-ce que c'est encore logique de le faire, enfin voilà, c'est vraiment hyper... ça réveille plein de réflexions là-dessus sur quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce qu'un but est vain, quand est-ce qu'il faut continuer. Et voilà, et j'ai trouvé ça magnifique. Et moi ce que j'ai aussi adoré dans ce roman, c'est que comme je disais, ils sont 23 protagonistes qui ont grandi ensemble et qui vivent ensemble tout au long de leur vie au travers de leur quête. Et j'ai trouvé qu'Alain Damasio était très très fort pour mettre en scène les liens sociaux et les liens sentimentaux qui unissent les personnages. Parce que on n'est pas fait de notre propre expérience uniquement, on est fait de ce qui nous lie aux autres. Et en fait là, dans ce roman, il n'y a pas que le vent qui revêt plusieurs formes, en fait il y a aussi l'amour, dans le sens où il y a de l'amour charnel, il y a de l'amour amoureux, il y a de l'amour amical, il y a de l'amour fraternel, enfin c'est vraiment hyper intéressant de voir tout ce qui lie les personnages et tout ce qui peut lier les êtres humains entre eux. En tout cas c'est vraiment une lecture que je recommande et vraiment c'est un incontournable de la science-fiction si vous aimez la science-fiction. Quatrième ouvrage que j'ai lu en 2024, je peux pas vous le présenter en physique parce que je l'ai prêté à un ami. C'est une BD qui s'appelle Ce que le jour doit à la nuit de Stella Laurie et Marion Duclos. Et c'est donc en fait une adaptation du roman Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra que j'ai pas encore lu. Dans cette BD, on suit du coup l'histoire de Younes. Younes est un petit garçon algérien dont les parents ont eu plusieurs soucis financiers, plusieurs misères qui les a amenés dans une situation très précaire. Et les parents de Younes choisissent, pour assurer un avenir plus décent à leur fils, de le confier à l'oncle de Younes, qui est le frère de son père, qui est aussi algérien, mais qui lui vit dans une ville algérienne occupée par
par des Français et qui est marié à une Française et qui est pharmacien, donc qui a une situation beaucoup plus stable et qui est beaucoup plus intégrée comme ça dans la colonisation. Donc on suit l'évolution d'Younès, qui est un personnage très attachant et qui est trop algérien pour les Français mais trop français pour les Algériens, et voilà, on suit toute cette crise identitaire qu'il peut y avoir autour de la colonisation et autour de la guerre d'Algérie notamment. Et je trouve ça, enfin moi c'est un sujet qui me passionne. Sur les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors moi, si je devais utiliser un mot pour décrire ces illustrations, ce serait coloré, parce que ça m'a vraiment fait penser à un mélange entre l'esquisse et l'aquarelle, et les couleurs sont à la fois pétantes mais pastel, enfin, et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment bête que j'ai pas l'ouvrage pour vous le montrer, mais en tout cas, pour le coup, elle est belle, c'est une très belle BD. Alors, outre le sujet qui est profond et qui m'intéresse vraiment, c'est une très très belle BD et je la recommande à 2000%. Le prochain livre que je vous présente ensuite, c'est un essai écrit par Ovidie qui s'appelle La chair est triste hélas. Donc Ovidie, c'est une auteure féministe que j'avais découvert par le biais de podcasts, et je m'étais toujours dit que j'aimerais bien tenter de lire un de ses essais. Donc celui-ci, c'est l'essai dans lequel elle nous explique comment elle en arrivait à faire une greffe sexuelle, en tout cas avec les hommes, qui dure maintenant depuis 4 ans, et je ne sais pas si elle a arrêté ou pas, mais en tout cas elle durait depuis 4 ans au moment de son essai. Bon, je lis quand même pas mal d'ouvrages féministes, enfin je suis super intéressée par la question, et là on est vraiment sur une expérience personnelle. C'est ça qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est que Ovidie nous parle de son parcours à elle, de son cheminement de pensée et de comment elle en est arrivée là. Et c'est vrai que c'est pas... chacun a son bagage, chacun a son expérience, donc forcément on peut pas partager les mêmes avis de l'auteur. Mais c'est ça qui est bien aussi avec un essai, c'est d'avoir des avis qui sont différents des siens. Et là, il y a plein de choses sur lesquelles j'étais d'accord, enfin je suis totalement d'accord avec elle, notamment sur le fait que la société impose aux femmes d'avoir comme ça ce désir de plaire aux hommes, qu'on s'épile pour ça, on se maquille pour ça, on se coiffe pour ça, et c'est inconscientisé. Et elle parle vraiment de son rapport aux hommes et du fait qu'elle n'ait jamais réussi à avoir une sexualité saine avec un homme et à tomber sur des hommes sains en fait dans leur rapport charnel et dans leur rapport amoureux même au sens plus large. Et j'ai totalement compris ce qu'elle voulait dire, et je sais que c'est le cas pour plein de femmes. J'ai trouvé que par moments ça pouvait être une vision pessimiste, parce qu'elle dit qu'à son sens c'est pas possible, et que toutes les femmes qui lui ont un jour dit que elles, tout se passait bien avec leur conjoint ont fini par changer d'avis. Bon, alors en effet, voilà, j'ai pas son bagage, je suis pas objective, je suis avec le même homme depuis plusieurs années et tout va bien, et moi je me suis pas retrouvée dans son expérience, mais quelque part tant mieux pour moi, et voilà. Mais en tout cas c'est hyper intéressant. Je sais pas si c'est l'essai que je vous conseillerais, si c'est le premier essai féministe que vous lisez, mais c'est quand même un ouvrage très intéressant sur la question. En 6ème lecture cette année, j'ai lu un livre que j'aurais peut-être pas besoin de vous présenter, parce que j'ai lu le tome 1 du manga Naruto, de Masashi Kishimoto. Alors, je sais pas si ça vaut le coup que je vous présente l'histoire, parce que je pense que tout le monde connaît Naruto, mais Naruto c'est l'histoire d'un petit garçon qui grandit dans le village de Konoha et qui est un peu détesté de tout le village et qui comprend pas trop pourquoi. Lui, son rêve c'est de devenir Hokage, donc Hokage c'est le maître des ninjas du village, c'est le plus fort des ninjas. Et en fait on apprend très vite qu'il est détesté parce que il est l'incarnation d'un démon, le renard à 9 queues, qui a presque décimé le village plusieurs années auparavant. Voilà, donc on suit ses aventures. Là dans le premier tome c'est vraiment sa formation pour devenir ninja. En fait moi j'avais regardé, je suis sûrement en retard sur 70% de la population, mais j'avais regardé l'animé quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune avec mon frère, mais tout n'était pas sorti, et là il y a pas longtemps je me suis dit mais en fait c'est trop bien, j'ai trop envie de regarder ça, et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'épisodes et moi je suis pas très écran, j'ai du mal à finir, j'ai du mal à aller au bout de gros pavés comme ça en termes d'écran, de séries, d'animés machin. Du coup je me suis dit bon bah je vais les lire, donc voilà, j'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé, je vais continuer. C'est pas le tome où il se passe le plus de trucs, mais je vais continuer. Et enfin j'ai fini... Excusez-moi, je suis pas prête en fait, j'ai pas du tout les livres dans les mains. Non pas qu'ils soient beaux. Et hop, pour un petit peu de thé.
Enfin, j'ai fini le mois de février avec la lecture de Keleana de Sarah J. Maas. Alors, quand je vous dis la lecture de Keleana, j'ai pas lu le tome 1 seulement, j'ai lu les 6 premiers tomes en français. En fait, en anglais, il y en a que 6, mais en français, ils ont divisé le tome 4 en 2. Et le 7ème, enfin du coup le 6ème, n'est pas encore traduit. Donc voilà, j'ai lu tous ceux qui étaient traduits en français. Donc c'est l'histoire de Keleana, qui est assassineuse professionnelle dans la ville d'Adarlan, enfin dans le royaume d'Adarlan, qui est un royaume mortel. Un jour, elle se fait arrêter parce que, bah voilà, c'est pas très cool de tuer des gens contre rémunération, elle tueuse à gages en fait, donc elle se fait arrêter et elle est mise dans un camp d'esclaves. Jusqu'au jour où le Dorian, le fils du roi, vient la voir et lui dit « Écoute ma cocotte, tu peux sortir du camp d'esclaves à condition que tu participes pour moi au concours du roi pour élire son champion. » Donc elle sera le participant qui représentera Dorian et lors du premier tome, on suit son aventure lors de ce concours et sa vie à la cour et voilà, ses intrigues amoureuses, etc. Que dire sur Keleana? J'ai un avis différent sur chaque tome, je vous fais résumer seulement du tome 1. Ça me semble improbable avec tout ce qui se passe par la suite, mais voilà, je vous conseille de le lire si vous aimez les romantésies, la fantasy, mais avec plein de romances, etc. C'est très très addictif, Sarah J. Maas est douée pour ça, j'ai lu ACOTAR en fin d'année et je pense que je ferai une vidéo rien que sur elle pour débriefer de chacun de ses romans. Mais c'est addictif, j'ai lu les 6 tomes en 1 semaine et demie je pense et je vais lire la suite là. J'ai eu un petit problème avec la traduction, du coup je me demande si je vais pas lire le 7ème là en anglais pour vraiment vous dire si vraiment il y a un problème avec la traduction ou non. En tout cas voilà, je vous le conseille. Si vous avez déjà lu ACOTAR, je trouve que c'est un peu moins bien construit. Je trouve que les personnages sont moins profonds et moins creusés. Je trouve que c'est un peu plus des coquilles vides et qu'il y a des ressemblances avec ACOTAR et des schémas dans les personnages ou dans les liens qui les lient où on voit que ça va être un schéma récurrent chez elle, mais j'ai trouvé ça vraiment moins bien abouti dans Keleana que dans ACOTAR. En tout cas, si vous aimez cette autrice ou alors si vous cherchez une lecture fantasy avec de la romance à dévorer, vraiment vous vous lancez dans Sarah J. Maas sans problème. Voilà, écoutez, c'est tout pour les romans que j'ai lus en janvier et en février. Je pense que, comme je le disais, je ferai une petite vidéo comme ça à la fin de chaque mois et je ferai d'autres vidéos entre deux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.